Bonjour, bienvenue sur monstudio.tv. Aujourd'hui, nous sommes avec une association de solidarité envers les Ukrainiens. Je reçois Ilona et Philippe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Ilona, dites-moi l'origine de votre association. Comment vous l'avez créée? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? L'envie parce que je suis ukrainienne déjà de base et puis je suis très sensible à tout ce qui questionne la guerre, de la vie des autres. Et au tout début de la guerre, avec mes amis, on a commencé à encheminer des aides humanitaires vers l'Ukraine. On a fait des convois au dehors de l'association, ça veut dire qu'en titre privé, avec nos propres voitures, avec notre propre financement. Et petit à petit, ça s'est agrandi. Donc, on a créé l'association. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est environ 56 personnes. Vous étiez en France, je crois, avant les événements en Ukraine. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous? Qu'est-ce qui vous a, à quel moment vous avez dit, tiens, je vais créer une association de solidarité? Dès les premiers jours de la guerre, c'est là je vais faire les convois. Ça, c'était sûr et indispensable parce que je travaille au CHU, je suis dans le médical depuis 15 ans. Et donc, pour moi, c'était ça la priorité, c'est soutien médical. Et l'association, c'est quelque chose de normal pour bénéficier plus des aides, de financement, etc. Et il faut avoir un aspect juridique. Donc, c'est là. Alors j'imagine que vous avez dû démarrer petit au départ, avec des petits moyens. Comment vous avez cheminé depuis l'existence de l'association? Alors ce qui est paradoxal, c'était des gros moyens tout de suite. Parce que je pense que tout le monde était dans un état de choc et incompréhension de ce qui se passe, pourquoi cette guerre arrive au jour d'aujourd'hui, en 2022, mais là on est en 2024 et on est toujours en guerre. Donc tout le monde était solidaire. Moi j'ai fait marcher tous les réseaux. Donc Facebook, Instagram, différents sites, etc. Donc et ma propre réseau, compris tout ce qui est dans le médical. Et du coup, dès le début de la guerre, on a eu des convois, des gros camions qui étaient envoyés avec du médical, alimentaire, vêtements, on a tout envoyé là-bas, tout ce qu'on a récupéré. On a eu un local gratuit grâce à un pharmacien qui s'appelle Jémy et sa femme, parce que c'est une famille franco-ukrainienne donc, qui s'appelle Julia, donc qui nous a hébergés, je parle d'hébergement gratuit pendant un an. Et c'est un pharmacien qui a fait marcher tout le réseau de tous les pharmaciens en France. Et du coup, grâce à ce réseau, on a fait des convois, on a eu des camions gratuits pour encheminer notre aide humanitaire. Et tout le monde était solidaire, toutes les nationalités qui habitent en France. Est-ce que vous avez été surprise de l'élan de solidarité qui s'est manifesté? Est-ce que vous y attendiez? Oui, tout le monde était surpris. Ouais. C'est vrai que ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Et vous savez ce qui joue? Pourquoi les gens donnent finalement? Qu'est-ce qui les touche en fait dans... Je pense que ça touche toute l'Europe, comme d'ailleurs tout le monde entier, mais l'Europe particulièrement parce que l'Ukraine elle est très proche de l'Europe, on n'est pas loin. Voilà. En 24 heures, 48 heures max, on est en Ukraine. Donc, parce que malheureusement, ça peut continuer la guerre et aller jusqu'à tous les pays dans l'Europe si on ne l'arrête pas. Voilà. Une des particularités de votre association, si j'ai bien compris, c'est que non seulement vous récupérez du matériel médical, mais ensuite vous l'envoyez par vos propres moyens. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on finance les convois et on fait les convois. D'ailleurs, c'est les Français qui se déplacent. En fait, c'est nos bénévoles français qui se déplacent en Ukraine tous les 3-4 mois. Et du coup, c'est par plusieurs camionnettes. Ils se déplacent là-bas et restent entre 1 et 2 semaines. Et c'est vraiment une aide humanitaire qui va dans les mains propres, dans les hôpitaux, chez les orphelinats, chez les militaires aussi, soutien alimentaire parce qu'ils ont besoin de manger au moins. Parce que
Et du coup, c'est la différence entre les autres associations. On sait où ça part et pourquoi ça part. Et pourquoi vous avez fait ce choix d'acheminer par vous-même le matériel ? Moi, personnellement, j'ai besoin sûr que ça arrive dans le bon endroit parce qu'en Ukraine, il y a de la corruption. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et comme j'ai toute ma famille en Ukraine, donc j'ai mon frère qui est militaire, ma grand-mère, c'était une infirmière et du coup, mon grand-père, c'était un médecin. Donc, je connais très, très bien ce qui se passe là-bas. Je connais leurs besoins et je connais comment faire pour éviter que ça part vraiment où il faut. On va passer à Philippe. Oui. Philippe, dans l'association, quel est votre rôle ? Je suis membre de l'association avec ma femme depuis une petite année maintenant. Et je rejoins récemment le bureau avec Ilona, Lydia et Benoît là. Vous n'avez pas d'attache avec l'Ukraine avant le conflit ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui vous a touché et qu'est-ce qui fait que vous êtes mobilisé pour cette association ? C'est au lendemain de l'invasion. Moi et ma femme, on a été choqués par cette opération militaire. Ensuite, en réfléchissant un tout petit peu, on s'est aperçu que c'était peut-être qu'une première étape, qu'il fallait, à notre niveau, faire quelque chose. Alors, nous, on a débuté en accueillant ici, pendant quelques mois, une famille ukrainienne qui maintenant est repartie en Ukraine. Elle était de la région de Mykolaïev. Et ensuite, on a eu connaissance, je dirais un peu par hasard, par des amis communs de l'association lancée par Ilona. Ça nous a motivés en disant, tiens, on peut là aussi faire quelque chose, peut-être amener notre aide. Et surtout, c'était en plus, effectivement, comme le dit Ilona, c'est le fait que non seulement elle récupère des équipements et du matériel, mais en plus, elle va les amener sur place et les distribuer. Et ça nous a bien plu. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire le chemin là-bas ? Oui, alors moi et ma femme, on a fait notre premier convoi en septembre dernier. On est parti à 2 camionnettes et on était 5 chauffeurs. On a fait ça sur une petite dizaine de jours, un aller-retour. Pour y aller, il faut quand même 2 jours aller, 2 jours retour. Et sur place, on a une correspondante, et je pense que Ilona en parlera tout à l'heure, une correspondante sur place qui nous a organisé des points de livraison. Donc tout le matériel qu'on a amené, on allait le donner directement, alors soit des hôpitaux pour enfants, des familles ou un orphelinat. Alors j'imagine qu'il faut des conditions de sécurité. Ça se prépare un déplacement en Ukraine ? Or, conditions de sécurité, c'est un bien grand mot. Non, il y a je pense, des conditions d'organisation et de logistique à organiser, plus de la logistique que de la sécurité. Parce que nous, dans la région dans laquelle on est allé, c'est la région de Lviv, donc c'est tout près de la frontière. On va pas près des lignes de front. C'est pas notre job, sujet. C'est pas notre sujet. Non, c'est plus des questions, je pense, d'organisation, de logistique. Parce que faire rentrer du matériel en Ukraine, il y a quand même de plus en plus de normes, de contrôles, d'inspections à la frontière. Et ensuite, on s'est aperçu, même sur place, pour la distribution dans les hôpitaux, c'est contrôlé. Donc, il faut qu'il y ait tout un travail administratif de préparation qui est assez lourd et qui doit être très bien fait. Sinon, on a pu avoir l'expérience à l'arrivée à la frontière. Une toute petite chose manquante sur un papier qui ne correspond pas au chargement. Alors, soit on est bloqué, dans le meilleur des cas, on peut être bloqué pendant des heures et on attend, soit on peut être refoulé. D'accord. Donc, et vous repartez avec le matériel. Voilà. Ouais. Donc, ça demande beaucoup d'organisation de ce point de vue-là. Oui. Ilona, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations sur le territoire national ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, avec plusieurs associations, parce qu'au tout début de la guerre, on a fait aussi l'accueil des Ukrainiens, donc les accompagnements, des traductions médicales, plein de choses. Donc, bien sûr qu'on est en contact. On fait partie de l'Union des Ukrainiens en France.
Donc, moi, je me déplace des fois à Paris. On a fait aussi des interviews. Voilà, on est en contact avec des journalistes. Donc, c'est très agréable parce qu'on a un vrai réseau, un vrai soutien. Je vois qu'il y a des messages qui passent. Alors, c'était... Oui, c'est pour préciser qu'on est... Je vois que c'est la bonne ambiance, en tout cas. Qu'on est bien soutenu par M. Pasternak. Du coup, c'est la présidente de l'Union des Ukrainiens en France. Et Oksana, c'est une journaliste qui habite en France depuis le début de la guerre. Et du coup, il passe souvent à la télé, il raconte ce qui se passe en Ukraine. Donc, on fait beaucoup de soutien entre nous. De quoi, aujourd'hui, avez-vous le plus besoin 2 ans après l'ouverture de l'association ? On a besoin d'un local pour stocker et trier notre aide humanitaire. Du coup, surtout... Au jour d'aujourd'hui, on a développé un vrai réseau partenariat en France. Donc, c'est des associations comme par exemple Phoenix International. Ils sont à 44, ils nous aident. Ils nous donnent des fois des lits, des matelas, des choses assez... voilà. Ça prend de la place. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un local entre 250 et 500 mètres carrés. Voilà. Ça, c'est indispensable pour continuer notre travail. Et après, bien sûr qu'on a besoin d'aide financière, on a besoin d'aide alimentaire pour nourrir les Ukrainiens, surtout des familles, des civils, dans des situations précaires. Parce qu'en Ukraine, la situation s'aggrave tous les jours et ça devient de plus en plus grave. Donc, il faut les soutenir jusqu'au bout. Comment on fait pour communiquer avec l'Ukraine aujourd'hui ? Est-ce que les communications sont faciles ou est-ce que c'est compliqué ? Très simple, déjà grâce à réseau. Et puis j'ai toute ma famille là-bas. Ils sont tous là-bas, ce sont des vrais patriotes. J'ai des amis, j'ai des partenariats avec qui on travaille pour livrer notre aide humanitaire. Et on a un vrai réseau et on n'a aucun souci pour communiquer. 56 personnes environ. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des tâches différentes. Quel type de tâches vous distribuez dans votre association ? Comment on peut s'impliquer ? Alors, on a souvent besoin du monde pour trier, préparer notre aide humanitaire pour les convois. Et puis, on a besoin du monde, surtout des gens qui travaillent un petit peu dans l'informatique, pour développer notre réseau. Et au jour d'aujourd'hui, notre bureau il est complet. Et puis, bienvenue à tout le monde. Voilà, même pour venir prendre un petit thé, café un jour quand on aura un vrai local. Voilà, on a besoin d'un petit peu tout. On fait des petits mains et puis peut-être des gens qui connaissent un petit peu plus informatique ou qui peuvent développer notre réseau pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'aide médicale. Est-ce que vous voyez d'autres aspects qu'on n'aurait pas évoqués ? Non, on insiste sur la nécessité de trouver le local, parce que c'est la base. Les fournitures de matériel et d'aide, c'est pas trop le problème. Ça, on en a, mais si on peut pas stocker, malheureusement, on peut pas les garder, on peut pas organiser les convois et répondre aux besoins de la SOS, quoi. Si peut-être, combien de convois vous organisez par an ? Aujourd'hui, vous en avez depuis le début ? En moyenne 4, si on va prendre la dernière année. Mais après, entre les convois, on peut faire des livraisons grâce à des gens qui font aller-retour en Ukraine. C'est des Ukrainiens qui ont des petites camionnettes et du coup, ils acceptent de prendre l'aide humanitaire gratuite. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de livrer urgent, par exemple. Et depuis un petit moment, on soutient aussi un projet qui s'appelle Keep Life. C'est un projet, je vous explique, parce qu'en Ukraine, depuis la guerre, il y a pas mal des hôpitaux qui sont détruits. Donc, il y a très peu d'accès aux soins médicaux, surtout vers les zones près de front. Et du coup, on a fait un projet avec nos partenaires en Ukraine. Ce sont des hôpitaux mobiles, qui s'appelle Keep Life. Et du coup, ça sauve au jour d'aujourd'hui entre 100 et 300 personnes par jour.
Donc, il y a des médecins qui travaillent là-bas. C'est un vrai hôpital. Il y a des salles d'opération. Il y a des médecins militaires qui travaillent là-bas. Et en fait, ce qui est très pratique, qu'ils peuvent se déplacer dans différentes zones. Là, on est à 6e construction de Keep Life. Et du coup, pour acheter des équipements médicaux, on a besoin de financement, bien sûr. Parce que là, ça coûte cher, mais c'est ce qui permet, au jour d'aujourd'hui, de sauver des vies. Ça, c'est plus important. Si, peut-être un point sur le financement. Donc, j'imagine qu'il y a des donateurs individuels. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des collectivités qui vous soutiennent? Alors, Crédit Mutuel nous a soutenus l'année dernière. D'ailleurs, pour un achat, un équipement indispensable pour Keep Life, c'est un échographe mobile. Donc, grâce à subvention de Crédit Mutuel, on a fait achat de 2 éco-pen, ça s'appelle éco-pen, et là, on va faire d'autres achats. Sinon, d'habitude, ce sont des particuliers. Des particuliers par Hello Asso ou des dons individuels. Ce sont des Nantais majoritairement, j'imagine? Non, ça vient de partout? Ça vient un petit peu partout. Je pense que les jeunes ils commencent à nous connaître plus en plus. Et je remercie à tout le monde qui nous soutient. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien naturel. On rappelle peut-être le nom de l'association avant de se quitter? L'association Avenir franco-ukrainienne. On est à 44 à Nantes. C'est bien, vous devancez mes questions. Si on veut vous contacter, comment fait-on? Alors, on a un site, on a un Facebook, on a un Instagram, on a un Hello Asso et du coup, vous pouvez tout voir, toutes les infos. Je reçois en complément de cette émission Claire et Benoît qui font également partie de l'association présentée par Ilona précédemment. Claire, quel est votre rôle dans l'association? Mon rôle, alors je suis conductrice, je suis transportrice, trieuse. Qu'est-ce que je suis encore? Et surtout, une fois là-bas sur place, j'ai été visiter des familles avec des enfants handicapés alité. Alors, un petit peu d'apporter un petit divertissement ce jour-là, je pense, pour ces familles-là. Vous aviez déjà conduit un camion sur des distances aussi longues? Non, c'est vrai que j'étais assez stressée avant de partir. En fait, on fait donc la moitié du chemin, parce qu'on est 2 chauffeurs par camion. Les camions, ils sont pleins, donc au début, on sent que c'est lourd. Puis bon, on s'y fait, et puis voilà, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, on est parti. Hein. Non, mais par contre, ça se passe bien, en fait. Finalement, les camions, c'est pas difficile. Vous dites, on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Oh, une fois qu'on s'est engagé, quand même, oui, il faut prendre sur soi un petit peu, quand même. Vous aviez des éléments importants sur la vie de l'association? Oui, en fait, moi, ce que je trouve, c'est si cette association est formidable et efficace, c'est grâce à une jeune femme qui s'appelle Ludmila, qui est sur place là-bas à Lviv. Alors, c'est elle-même une réfugiée, puisque sa maison, sa voiture, tout a été détruit là où elle habitait. Cette jeune femme est très compétente. En fait, comme Zelensky, elle avait une proposition d'aller travailler à l'étranger, mais elle a voulu rester pour son pays. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait vraiment beaucoup d'émotion, c'est qu'elle est au bord. En fait, elle travaille jour et nuit, puisqu'elle a des partenaires aussi américains, québécois, qui l'appellent la nuit. Et vraiment, elle fait un travail formidable. Et c'est grâce à elle qu'on sent que tout ce qu'on fait est efficace, puisque c'est elle qui trouve les familles, les cliniques, les hôpitaux, l'armée, Enfin, c'est incroyable, incroyable. Et je voulais parler d'elle parce que c'est vraiment... moi, je l'admire beaucoup et je trouve qu'en Ukraine, il y a plein de femmes comme ça, aussi en France, justement. Je trouve que les Ukrainiennes défendent vraiment beaucoup leur pays, font beaucoup pour leur pays. Benoît, vous aussi, vous avez fait le voyage là-bas, racontez-nous. Oui, Alors, Benoît, vous aussi, vous avez fait le voyage, racontez-nous. Oui, moi je suis rendu à mon 4e voyage depuis mars 2023 et j'ai réussi à traverser toute l'Ukraine, de Lviv à Kiev, à Vinnytsia, Dnipro et dans le Donbass. Et dans le Donbass, on a rencontré quelques militaires et dans des zones où actuellement qui sont occupées par les Russes. Et on a eu l'occasion d'être
de dormir dans un refuge pour personnes isolées, personnes qui ont été chassées. Et dedans, nous avions 6 mamies de 74 à 94 ans. Et avec elles, nous partagions les repas. Bon, si on peut appeler ça un repas, c'est 3 cuillères de pâtes, 2 tomates à partager en 8 et un demi-concombre à partager en 8. Et ces personnes attendent à peu près une semaine dans ces refuges avant d'être rapatriées vers l'ouest. Qu'est-ce que ça change pour vous une fois que vous êtes allé sur place? Vous avez senti un changement intérieur ou... Oui, tout à fait. Moi, ça me rappelle chez mes grands-parents qui étaient en campagne. Bon, mon grand-père qui était ouvrier agricole, et on retrouve les mêmes choses, nourris parce qu'ils avaient son panier de légumes par jour. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Si les voisins n'amènent pas une citrouille, n'amènent pas quelques pommes de terre, quelques pommes, c'est compliqué parce que les maisons sont vraiment très isolées. Vous êtes aussi en lien avec les écoles qui sont aussi solidaires? Tout à fait. Sur Nantes, on a été contacté par le collège Saint-Paul de Rezé et on a réussi à présenter aux élèves pendant toute une matinée, de la 6e jusqu'à la 3e, nos actions en Ukraine. Et à la suite de ça, la directrice a organisé une collecte et nous avons emmené toute la collecte en Ukraine, qui a été répartie entre les hôpitaux, les orphelinats. Dites-nous, Benoît, comment vous êtes accueillis sur place? Sur place, quand on va dans les hôpitaux, les orphelinats, on est très très bien accueillis. Attendez, redites-moi. Allez. Oui, qu'on aille dans les hôpitaux, dans les orphelinats. On refait le début, comment vous êtes accueillis. Allez-y. Oui. Nous sommes accueillis par souvent les directeurs d'hôpitaux, d'orphelinats, les responsables de foyers, de réfugiés. Et depuis le temps que j'y vais, nous sommes vraiment, vraiment très bien accueillis. Ils nous reçoivent vraiment avec honneur. Et même quand on se promène dans les villes, nous, sur nos petits blousons, on a un drapeau français et les gens viennent nous voir, viennent discuter, nous remercier. Voilà, donc vraiment très, très bien accueillis. Qu'est-ce qu'ils vous disent au-delà des remerciements? Au-delà des remerciements, ils nous disent on a besoin, on a tous leurs besoins. Même par exemple pour faire de la chirurgie faciale, ils ont besoin d'aiguilles un peu spéciales en coude. Par exemple, ça, on a eu une demande dessus. On a des demandes pour des pansements, on a des demandes pour tout, vraiment pour tout ce qui est médical. J'ai eu la chance d'aller dans à peu près 40 hôpitaux, orphelinats, distribuer, rencontrer des personnes, des docteurs qui sont là qui ont du matériel qui date de l'époque soviétique. Là, actuellement, on est en train de rechercher une lampe pour un bloc chirurgical. Entre-temps, ils ont mis des lampadaires de chantier pour faire les opérations. On a amené des lits, on a amené beaucoup de choses, mais c'est surtout la nourriture, tout ce qui concerne l'hygiène et même les aliments pour animaux. Ça, on n'en parle pas beaucoup parce que les gens ont lâché leurs animaux en liberté, ils se reproduisent, etc. Les militaires en ont besoin puisque ils font la garde, ils chassent les rats, ils chassent les souris dans les tranchées. Voilà, donc nous, nos besoins, c'est l'hygiène, c'est la nourriture et même les aliments pour animaux. Il y a rajouté? Oui, il y a les pharmacies qui ne peuvent pas nous distribuer de médicaments, alors qu'il y a beaucoup de médicaments encore valables qui leur sont rendus. Et ce serait bien si, au niveau gouvernemental, on pouvait faire une exception pour les Ukrainiens et pouvoir rassembler tous ces médicaments de pharmaciens et eux n'ont pas le droit, bien sûr, donc obéissent. Et ce serait bien quand même que le gouvernement, tout ce gâchis de médicaments puisse servir aux Ukrainiens. Il faut vraiment qu'on défende l'Ukraine, qu'on aide l'Ukraine, parce que moi j'ai l'impression de vivre l'histoire de mes parents avec Hitler. Donc pour moi il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ça, quoi. On a une liberté incroyable, nous, et il faut qu'on défende celle des autres, quoi. Nous, on se retrouve très prochainement sur une prochaine émission sur monstudio.tv.